Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ravi de vous accueillir dans ce superbe endroit que on a l'habitude maintenant de fréquenter, à l'Hostellerie de Levernois. On est très content de vous recevoir ici. Vous êtes derrière vos écrans, on est ravis que vous soyez nombreux derrière vos écrans. Unived Zen est ravi d'accueillir aussi tous les gens qui sont venus en présentiel, qui ont eu la chance de pouvoir venir puisqu'ils habitent tous pas très loin. Merci à vous, merci d'avoir fait l'effort d'être là. Vous savez également qu'on a quelques contraintes. La salle n'est pas comme vous la connaissez d'habitude. Les dispositions qu'on a mises en place à cause des contraintes sanitaires sont un peu différentes d'habitude. Mais je pense que tout va bien se passer. Donc merci à l'équipe technique qui prépare tout ça, à l'équipe technique qui est là depuis ce matin pour mettre en place cette rediffusion qu'on diffuse, comme on dit, dans le monde entier maintenant, avec des gens qui sont parfois dans les départements et territoires d'outre-mer. Merci à eux d'être aussi avec nous ce soir. Merci à l'Hostellerie de Levernois qui nous accueille dans cet endroit magnifique et qui nous permet de pouvoir préparer tout ça et qui a œuvré pour qu'on puisse faire cette soirée, puisque avec les nouvelles contraintes sanitaires, c'était pas évident qu'on puisse organiser ça, mais ils se sont arrangés, ils se sont débrouillés pour qu'on puisse rentrer dans les clous. Merci au laboratoire Elanco qui est représenté par son délégué, notre délégué local, Gaylor Campagny, qui nous permet de réaliser aussi cette soirée. Merci au laboratoire MP Labo qui est représenté ici par son directeur commercial, Freddy Pérez. Je ne vais pas vous le présenter, tout le monde le connaît. Freddy va présenter cette soirée avec le brio qu'on lui connaît. Freddy a été pendant 25 ans consultant RH. Il est bien connu de la profession, il a écrit de nombreux articles dans la presse vétérinaire. Il a écrit également un ouvrage sur les RH il y a quelques années. Encore un petit point pour que vous puissiez depuis plus loin poser des questions. N'hésitez pas de poser vos questions par SMS ou sur le hashtag qui apparaît sur l'écran. On va les modérer, on posera toutes les questions à la fin. Également dans la salle, je m'adresse à vous, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez lever la main, je viendrai les prendre et on les donnera à Freddy à la fin. Je laisse Freddy démarrer cette soirée. À toi Freddy, merci. Merci Jean-Jacques, merci beaucoup. Soyez les bienvenus. Ici dans cette salle ou que vous soyez chez vous devant vos écrans, on va parler ce soir du client mécontent. Merci pour la confiance qui m'est témoignée de la part d'Unived Zen pour animer cette soirée sur ce sujet un peu compliqué, un peu difficile. Et d'ailleurs c'est un sujet qu'on me demande de traiter depuis 25 ans. Donc je m'étonne encore qu'il y ait des clients mécontents, je ne comprends pas bien, ça n'a sans doute pas été efficace. Donc merci de me témoigner la confiance en me faisant intervenir ce soir, alors que jusque-là ça n'a pas très bien marché. En tout cas ce soir, et compte tenu du contexte un petit peu compliqué pour animer une conférence interactive, une formation interactive, en fait on va plutôt se pencher sur le recul, matière à penser autour de ce sujet qui est... comme je l'évoquais dans mon propos liminaire, un peu délicat, puisque habituellement on a la tête dans le guidon, comme on dit, on est sous le coup de l'émotion de ces clients compliqués, difficiles à gérer, parfois mécontents. Et pourtant, nous sommes au final experts des deux côtés, puisqu'on a la chance à la fois d'être ASV ou vétérinaire et de traiter, de gérer des clients, quelquefois exigeants, difficiles, c'est selon, et à la fois nous sommes consommateurs. Et nous sommes tour à tour ce client, parfois content, parfois qui ne l'est pas, qui a une objection, qui a une réclamation. Donc évidemment ce soir on va traiter de ce sujet en prenant autant que possible un peu de recul, on va faire un pas de côté. Donc évidemment, il n'y aura pas de méthode toute faite, mais au final, ça va être tout le propos que je vais tenir ce soir, et de voir comment on peut faire face demain, après-demain, de manière plus efficace, moins anxiogène, face à ces clients donc dits mécontents. Juste une citation pour commencer, avant de vous présenter le programme de cette soirée. C'est un philosophe espagnol qui, c'est au XVIIe siècle, écrivait... Je ne veux pas écorcher, le nombre des mécontents est toujours plus grand que celui des gens reconnaissants. C'est Balthazar Gracian qui écrivait ça. Alors je ne suis pas certain en définitive que ce soit vrai dans les cliniques vétérinaires, tellement il y a des gens reconnaissants qui valorisent le personnel, qui valorisent les équipes, les vétérinaires, les ASV, qui sont reconnaissants. Mais pourtant,
on accroche sur ceux qui nous posent des difficultés, et c'est de cela dont on va parler ce soir ensemble. Alors, quel est le menu, quel est le programme de la soirée? Alors, on va parler du contexte, bien évidemment. L'idée sera de faire un point, alors il ne sera pas nécessairement exhaustif, mais que l'on comprenne malgré tout pourquoi est-ce que nous en sommes arrivés là, pourquoi cette exigence est aussi importante aujourd'hui, pourquoi c'est particulièrement difficile. Alors encore une fois, sans être exhaustif, on va évidemment parler de l'évolution de la relation de l'animal et son propriétaire. On parlera des conséquences que cela a sur tous les personnels de la clinique et peut-être en particulier sur ces personnes qui se trouvent à la réception et qui sont confrontées à cette agressivité. Et on parlera peut-être un peu aussi du contexte immédiat que nous vivons avec la Covid et qui évidemment n'arrange pas les choses en termes de relations. On parlera un peu aussi du statut du client, de ce client qui petit à petit a eu un peu la capacité à prendre un peu le dessus, voire à dominer, d'où sa position un peu d'exigence aujourd'hui. Et enfin, on verra comment dans cette triangulaire entre l'entreprise vétérinaire, le propriétaire et l'animal, eh bien, nous sommes dans un contexte relationnel, psychique, un peu difficile, voire organisationnel, qui est un peu difficile. On évoquera aussi les conséquences que ça a sur nous, véritablement. Lorsque ce travail devient difficile et qu'il n'est plus fluide, quelles conséquences ça a. La perte de sens que ça peut générer aussi auprès des salariés, auprès des vétérinaires patrons, et qui sont peut-être en difficulté pour être motivés, rester au contact du client, avoir envie, être motivés pour pouvoir répondre à cette exigence-là. On verra aussi quand on n'y arrive pas, qu'on perd un peu les pédales et que l'on est en face de personnes qui sont tellement agressives, tellement difficiles, en fait que l'émotion prend tellement le dessus qu'elle nous submerge. Et là, évidemment, on perd la possibilité, toutes nos capacités de gérer. Et on verra aussi en quoi, au final, c'est un cas typique de management, ce cas de gestion du client mécontent, du client difficile. Je l'évoquerai un petit peu plus tard. On passera évidemment un peu de temps sur la problématique, comprendre l'objectif, l'interlocuteur, la situation et comment redonner du sens à cette situation qui devient un peu folle quand on est en face de clients comme ça, mécontents et qui sont difficiles avec nous. Comment est-ce qu'on le gère concrètement ? Savoir de comprendre à qui est-ce qu'on a affaire pour prendre en compte la réalité qui se déroule devant nous et qui n'est pas évidente à prendre en compte. Et enfin, on finira par une évocation, on terminera par une évocation de cas concrets, à savoir deux grands types de situations que j'aimerais différencier avec vous, puisqu'en fait, ils ne se gèrent pas de la même manière, ils n'ont pas le même impact, comme on dit, sur nous et la psychologie des uns et des autres. Et évidemment, quels sont les cas les plus fréquents? Alors, on ne pourra pas tous les balayer, mais on évoquera quelques-uns, et les compétences qui sont à acquérir pour y faire face de la meilleure manière possible. Voilà donc le menu de la soirée. 1h30 et nous allons pouvoir évidemment recevoir au fil de ma présentation vos questions, vos remarques, vos suggestions, vos commentaires et j'aurai l'occasion d'y répondre avec grand plaisir à l'issue de cette présentation. Alors, je vous propose de commencer par le contexte. Encore une fois, ce qui est important à appréhender ici, c'est que dans ce contexte, l'idée, ce n'est pas de donner des excuses à notre interlocuteur parce que il nous maltraiterait, il serait compliqué, il serait difficile, mais c'est en tout cas important de comprendre les raisons, le phénomène, puisqu'en comprenant mieux ce qui se passe, nous sommes mieux à même d'apporter la meilleure réponse possible. L'idée est simplement là, et c'est vraiment l'idée de cette soirée, de faire ce pas de côté, de prendre ce recul, je ne veux pas dire de hauteur, ce ne serait pas très humble, mais l'idée c'est ça, c'est de prendre un peu de recul, on en a finalement rarement l'occasion, on en a donc l'occasion ce soir. Alors, commençons par l'évolution de la relation au fil du temps. Je ne vais pas vous faire un historique total, je ne veux dire pas très compétent pour ça, mais les uns et les autres, nous avons noté que l'animal de compagnie a pris une place juste incroyable dans les familles. Alors, j'ai retrouvé une étude assez récente de Kantar TNS qui date de 2016 et qui remet à jour ce que nous savions déjà, qui avait été testé il y a 10 ans et puis il y a 20 ans, etc. et qui montre ce phénomène que l'on connaît très bien quand on est ASV ou vétérinaire dans la clinique vétérinaire, c'est que la considération de cet animal de compagnie n'est plus du tout la même qu'avant.
Alors en prenant un chemin un peu schéma et un exemple un peu simpliste, et pour les plus anciens, prenons par exemple le chien qui était utilitaire, quasi-objet, pardon de le dire rapidement, qui au fil du temps est rentré dans le garage, qu'on a fait rentrer petit à petit dans la cuisine, et puis il a pris le chemin du salon, il s'est installé sur le canapé, il a pris les escaliers, il s'est retrouvé devant la chambre, on lui a ouvert. Ensuite, il a dormi au pied du lit, et puis il est sur le lit. Alors sans faire de jugement de valeur, lorsqu'évidemment la trajectoire, si je peux le dire comme ça, de cet animal de compagnie se rapproche en termes de proximité, de proxémie de son propriétaire, il est évident que ce propriétaire ne peut pas, dans la clinique vétérinaire, s'adresser à nous comme il s'adressait avant à son vétérinaire. Donc la fonction, l'attitude, l'état d'esprit des personnels qui s'occupent des propriétaires ne peut plus être le même. Quand on s'intéresse à cette étude et les questions qui sont posées, évidemment, de manière très explicite, on dit aujourd'hui, y compris dans un contexte de crise, que l'animal est de plus en plus plébiscité. J'ai vu d'ailleurs récemment sur le net une étude qui montrait que dans ce contexte de Covid, en fait, 7% en moyenne, par exemple 11% des Parisiens, disaient, sans être propriétaires d'un animal de compagnie, qu'ils envisageaient d'en acquérir un, d'en adopter un. Donc ça montre bien qu'il a été vécu comme une aide, une canne parfois. Alors ce ne sera pas toujours fait de la meilleure façon possible. On rencontre des cas difficiles aussi dans ce contexte-là, de gens qui à l'égard de leur animal de compagnie ont un comportement un peu décalé. Mais en tout cas, il y a cette volonté. Il est dit également dans cette étude qu'il est vécu comme une aide à la gestion carrément des problèmes quotidiens et il aide à contrer la solitude. Donc en fait, il est un appui véritablement psychologique dans la famille. On voit aussi qu'au fil du temps, en prenant un raccourci, on est passé du lutil au compagnon, au membre de la famille, pour le considérer aujourd'hui comme un enfant. Alors avec ce que ça a comme conséquence pour le meilleur et pour le pire. Donc ils sont considérés au moins comme des compagnons, des membres de la famille dont on est fier. Et j'attire évidemment votre attention sur le fait que si je considère mon animal de compagnie comme mon enfant, il est évident que je ne m'adresse pas à celles et ceux qui doivent gérer, s'en occuper, l'appeler, le toucher, être en charge de mon animal, de mon enfant. Eh bien évidemment, mon exigence ne peut pas être la même. Alors tout ça pour dire que, encore une fois, sans y mettre d'intention ou de jugement de valeur, c'est un fait, vous l'avez tous constaté, qu'en fait ce rapprochement physique, psychique et le fait qu'il soit centre aujourd'hui des préoccupations des familles, évidemment, change la donne. On peut aussi considérer sociétalement qu'on n'a jamais autant parlé de l'animal, des lois tout à fait récentes font progresser son statut, notre représentation de l'animal, de ce qu'on peut en faire, de notre amusement à son égard. Et on voit évidemment que dans les consciences, il n'y a jamais eu par exemple autant aussi de végétariens, etc. Donc on voit bien que la considération de l'animal change dans la société au point de se dire que évidemment, le propriétaire qui va venir avec son animal de compagnie, en fait, n'a pas la même attente, ne peut pas avoir la même exigence. Évoquons un deuxième point également qui est important, c'est conséquences relationnelles, évidemment, et le contexte dans lequel nous sommes. On peut parler aussi, pour compléter, de quelque chose qui est bien connu, qui s'appelle l'anthropomorphisme, et qui, en fait, évidemment, va générer dans les comportements des propriétaires, eh bien, en fait, un cap supplémentaire. C'est-à-dire, je suis mon animal, et dès lors que je suis cet animal, les sujets liés à la douleur, au confort, à la reconnaissance, à la salutation, à cette valorisation, eh bien, va être effectivement très très important. Donc, les équipes qui passeraient à côté de ça, passeraient à côté d'une manière, alors on peut d'ores et déjà le dire comme ça, une manière de désamorcer quelque chose dans la considération de l'animal. Alors non pas que la conséquence immédiate du fait que je ne le reconnaisse pas, que je ne sois pas capable de l'appeler, que je ne m'agenouille pas pour le caresser, etc., soit fatale à la relation et génère quelqu'un de mécontent, mais en tout cas, ici, il
peut être généré un clivage, une observation, une acuité particulière sur le fait de ne pas être si bien géré que ça. Et pour le clin d'œil et l'anecdote, j'ai trouvé aussi chez ABC News, alors ça date un peu plus, du 2 février 2006, alors je vais essayer de ne pas l'écorcher, donc je vais vous le lire. Donc une enquête qui, auprès des propriétaires de chiens par l'American Kennel Club, a révélé que plus de 90% des femmes aimeraient voir au moins une qualité de leur chien chez leur conjoint. En termes d'anthropomorphisme, et 34% d'entre eux ont convenu que si mon chien était un homme, il serait mon petit ami. Donc on voit bien que, évidemment, cette exigence-là va pousser très très loin ce que l'on va attendre de sa clinique vétérinaire et de ce qu'on va attendre accessoirement de son conjoint. Autre point que je voulais aborder aussi, c'est le statut du client. Et je propose de zoomer en particulier sur le statut du client, un peu comme ça s'est passé historiquement, mais aussi avec cette question du Covid, évidemment, qui a pu exagérer, amplifier le phénomène. Alors, concernant ce Covid et la période que nous avons traversée, d'une part, et que nous sommes encore en train de vivre aujourd'hui, il est évident que l'anxiété sous-jacente des personnes face aux très nombreuses questions qu'ils se posent encore, et les incertitudes génèrent un fond sourd d'anxiété et de stress chez les individus. Donc cette situation qui est anxiogène ici, elle est diffuse, elle est mal maîtrisée par les individus, et il se peut qu'il y ait une sorte d'échappement qui se passe dans la clinique. D'autant d'ailleurs que dans la représentation des propriétaires d'animaux de compagnie, ce détimbrage, le fait de déverser quelque chose de négatif, est tout à fait légitime dans la clinique vétérinaire. Alors auprès peut-être de l'ASV en premier lieu, en première ligne, et on va dire proche relationnellement, chaleureusement, et ça fait partie de ses attributions. Et pour le coup, en fait, l'ami des bêtes, des animaux et l'ami de mes enfants, en fait, est tout à fait apte et à même à recevoir mon anxiété, mon stress, etc. Alors évidemment, en deuxième intention, en deuxième ligne, le vétérinaire aussi entendra des choses de ce goût-là, mais en tout cas, si une première ligne qui prend beaucoup, une première vague qui prend beaucoup, il en restera aussi, évidemment, pour le vétérinaire. Donc encore une fois, comprenons bien que dans le point de vue du propriétaire, c'est tout à fait normal et légitime chez des amis des animaux, de mes animaux de compagnie, qui ont une telle importance, c'est normal qu'ils soient à l'écoute, bienveillants, empathiques par rapport à ce que j'ai à leur dire. C'est pour ça que quelquefois, en temps normal, sans parler de clients difficiles, les gens sont très enclins à parler de leur voisine qui vient d'acquérir un chien, un chat, et vous ne connaissez pas la dernière, etc., etc. Donc on sent moins de disponibilité chez le vétérinaire, donc voilà, on se prend moins à ce jeu-là, mais par contre l'ASV devant, en fait, le client vient avec cet objectif de pouvoir dire ce qu'il a à dire. Lorsque la situation est frustrante, parce qu'en fait on a des masques, il y a un plexi, etc., eh bien toujours cette motivation à dire, mais il y a cet empêchement à dire, ce qui rend évidemment les choses difficiles. Alors ajoutons basiquement les peurs des contacts, ou au contraire, un mépris que sentirait le propriétaire à l'égard des règles sanitaires, des distances, et qui, pour le coup, là aussi, générerait une anxiété tout à fait particulière. Éventuellement, pourquoi pas un changement d'organisation ou de personnel, des absences, des gens qui ont été des cas contacts ou que sais-je encore. Donc ces contraintes peuvent être mal acceptées par nos interlocuteurs. Donc, et il peut y avoir une impression, le cas échéant, d'une gestion laborieuse de la clinique, voire dangereuse, soit moins amicale, moins affective. Et par rapport à tout ce que nous avons dit auparavant, évidemment, ça peut poser des difficultés et ça peut mettre en situation notre interlocuteur avec cette inquiétude de pression qu'il va peut-être décharger chez nous. Alors ajoutons à ça, mais je fais très très vite, le fait qu'au fil du temps, on est allé vers une culture du client roi qui a le sentiment de détenir un savoir parce qu'il a de l'information sur Internet ou ailleurs, donc il détient un pouvoir. Et n'oublions pas que ce client mécontent devrait être géré comme un conflit potentiel, c'est-à-dire il y a un enjeu de pouvoir. Se manifeste à ce moment-là
une envie plus ou moins explicite, plus ou moins dite, plus ou moins événementielle, d'une prise de pouvoir de l'un sur l'autre. Évidemment, on a du mal à se laisser faire puisque nous sommes les professionnels censés savoir et détenir la vérité. Donc ce client roi aujourd'hui, anxieux, détrônable, en difficulté affective et parfois se sentant en danger, évidemment, encore une fois, va le mettre dans une situation un petit peu compliquée et va vous mettre dans une situation un petit peu compliquée. Alors, concluons ce premier point du contexte et la ressource humaine là-dedans que nous avons dans la clinique. Alors que l'on soit ASV ou vétérinaire, nous pourrions d'ailleurs nous représenter ce triptyque comme un triangle et au milieu, nous pourrions mettre la totalité des personnels, qu'ils soient salariés ou qu'ils soient patrons de la structure. Et nous aurions pour chaque angle, alors pour un angle, nous aurions la clinique vétérinaire en tant qu'elle est une entreprise avec ses exigences. Imaginons, je fais un raccourci un peu binaire, mais une exigence d'entreprise, économique notamment, financière, organisationnelle. Nous aurions un autre pôle avec le propriétaire, et évidemment les facteurs psychologiques, le contexte personnel, psychique dont j'ai parlé, ses craintes, ses anxiétés, sa personnalité, son caractère, etc. Et à l'autre pôle, évidemment, l'animal de compagnie. Alors nous sommes là au milieu, et nous devons, dans un même temps, servir l'entreprise, ses enjeux, son avenir, son devenir. Nous devons servir le propriétaire et nous devons satisfaire évidemment un animal de compagnie qui vient, qui a des maux, qui a une pathologie, etc. Et bien souvent, on nous prend l'envie, on aimerait pouvoir mettre de côté le propriétaire, s'adresser directement à l'animal parce qu'on sait très bien ce dont il a besoin et on aimerait que ce bâton dans les roues n'existe pas parce qu'en fait, il ne sera pas content, il ne voudra pas payer, il va râler, il va poser des questions, bref, tout ça, en fait, dans les rouages, va être un peu difficile à supporter, surtout si évidemment, d'un point de vue de la personnalité, il nous parle de haut, il nous parle comme quelqu'un d'informé, il parle avec autorité, il veut faire une prise de pouvoir et pourquoi pas pour certains, il dérape d'un point de vue relationnel en étant en plus de tout ça, que sais-je, misogyne, raciste ou autre évidemment pépite complémentaire dans ce genre de situation. Alors, j'en termine là pour ce premier point. Je voudrais juste dire qu'encore une fois, ce contexte-là est tel que je vous l'expose ici, je ne vous apprends rien, mais c'est très important d'avoir conscience de ce contexte-là parce qu'il explique en grande partie la raison pour laquelle les individus sont chargés, la représentation qu'ils ont de leur animal, le contexte particulier que nous vivons actuellement, le fait qu'ils bénéficient d'un statut de client roi et évidemment que nous sommes dans un contexte d'organisation et d'accueil un peu particulier où évidemment ils ne s'y retrouvent pas d'un point de vue de l'accueil, de l'organisation ou des relations qu'ils espèrent. Alors, après ça, évidemment, une fois qu'on a dressé ce tableau, on est en train d'expliquer grosso modo pourquoi en fait, les clients peuvent être pour certains dans cet état, et il est vrai que pour certains, il en faut peu pour être malheureux et être mécontent. Parlons maintenant des problématiques et des conséquences qu'il peut y avoir sur nous. Alors, l'idée ici, c'est de vous exposer en premier lieu le fait que lorsque le client est dans cet état, si je peux le qualifier comme ça, la fluidité qu'il y avait avant dans notre travail, parce qu'en fait, tous ici et devant vos écrans, que vous soyez ASV ou vétérinaire, vous êtes passionné par votre boulot. Dans la plupart des cas, vous vous retrouvez le soir en disant « Oh là là, c'est déjà 19h30, c'est incroyable, je n'ai pas vu le temps passer ». C'est-à-dire qu'en fait, le travail, dans une certaine mesure, n'était pas travail. Sauf que, quand nous avons eu un tel interlocuteur dans la journée, et si possible pour la démarrer, et si possible, pourquoi pas le lundi, qui va donner le là sur ce à quoi on s'attend après, en fait, on va revenir à une des définitions, parce que en étymologie, tout le monde n'est pas d'accord avec ça, mais en tout cas, une des versions d'étymologie du mot travail, à savoir tripalium, qui est en latin un instrument de torture. Et pour le coup, le travail redevient travail. Le temps s'arrête, c'est difficile, je n'ai plus envie d'être là, jusqu'à même être dégoûté de mon travail globalement. Et si nous devions additionner ce genre de comportement, on a dû se dire au déconfinement, quand ils ont été particulièrement anxieux et difficiles, « Attends, mais si ça devient ça, c'est pas possible, je ne peux pas continuer ce job-là. »
Donc en fait, on a été carrément ici sous contrainte. Donc la personne que nous avons en face de nous devient, pour revenir à la définition du travail devenant travail, eh bien devient laborieux, pénible, une entrave, une contrainte. On a vraiment envie de maudire l'interlocuteur qui est en face de nous, parce qu'en fait, il nous empêche, dans notre pensée, notre fluidité habituelle, il nous empêche d'être efficace. Donc ça signifie qu'en fait, on ne domine plus le sujet, la situation et par là même l'individu. C'est-à-dire alors que nous nous trouvions dans une situation de force, nous nous trouvons d'un coup dans une situation de faiblesse. Et là, finalement, on atterrit dans une situation un peu particulière, puisque cette situation, c'est que seule la valeur marchande va subsister. Alors c'est terrible, parce qu'en fait, ce qui va rester, puisque le reste s'effiloche, c'est qu'en fait, c'est un client, je dois faire l'effort, je dois prendre sur moi, se prendre sur moi, enfin c'est pas mon expression préférée, mais à ce moment-là, je me charge d'un poids, je suis vraiment au boulot pour le coup, et évidemment, la valeur marchande, c'est que c'est un client, je n'ai pas le choix, il faut que je puisse le satisfaire, qu'il soit content, je ne veux pas le perdre, je veux le fidéliser. Mais évidemment, on sait bien que ce strict minimum-là ne nous suffit pas pour aller au travail, pour être engagé, motivé, stimulé, et qu'en fait l'énergie qui nous est demandée tous les jours, a fortiori avec des gens de plus en plus exigeants, est juste impossible avec le minimum syndical. Pour celles et ceux qui n'étaient pas en forme et qui à un moment donné ont essayé de faire une journée de travail étant un peu patraque et en donnant le minimum, on voit bien qu'en fait l'heure ne tourne pas, c'est laborieux, c'est compliqué et on n'en a pas franchement envie. Il vaut mieux que la forme revienne évidemment. Alors évidemment, ici on est dans un conflit de sens, car on ne peut pas, comment dire, accepter d'être payé pour le minimum, donc ça devient un peu difficile, et on n'est pas évidemment payé pour être juste, bienveillant, généreux avec les clients, donc à un moment donné, ici, s'effiloche le sens de notre travail. Pour reprendre une formule littéraire de Melville dans Bartleby, où il y a un des personnages principaux qui dit en permanence tout au long, quand son chef lui demande quelque chose, « je ne préférerais pas », eh bien si je réutilise cette formule, en fait, travailler avec des clients, c'est très bien, mais travailler avec des clients difficiles, je ne préférerais pas. Donc évidemment, sorte de déni de la réalité, c'est qu'en fait, nous avançons dans la journée sans penser que nous pourrions avoir, et d'ailleurs peut-être fort heureusement, des clients difficiles, eux arrêtent un peu le temps, arrêtent la motivation par là même, et c'est en ça que, évidemment, c'est difficile de gérer des clients difficiles ou mécontents. Alors, un pas plus loin, parlons de ce sens, puisque je l'ai évoqué ici rapidement, dans sa perte de sens, de rationalité que génère l'émotion du client difficile. Donc, je reviens à ça, la situation devient contraire au plaisir. Je n'ai plus de plaisir à m'occuper d'un client, je suis un peu dégoûté comme on dit, évidemment ce n'est pas de bon augure peut-être pour la suite, je me projette, la journée s'annonce mal, tourne mal, et en fait on arrive à un état de déséquilibre. C'est-à-dire qu'en fait je gamberge, je ne suis pas très attentif, et si à un moment de pression, ça peut même d'ailleurs, pourquoi pas, me pousser à la faute. On oublie à ce moment-là, ce n'est pas une volonté, mais on oublie à ce moment-là ce qui fait sens habituellement et qui fait que j'ai voulu faire ce métier, je fais ce métier et j'y prends du plaisir. J'oublie que habituellement c'est une belle aventure humaine, j'oublie qu'il y a une morale, j'oublie que je suis utile, que ces propriétaires trouvent que mon métier est utile. Beaucoup rêvent de faire ASV ou vétérinaire, que c'est une belle aventure collective, que c'est une belle aventure éthique. Mais évidemment, cette situation va générer cette descente de perte de sens et va même générer une forme de confusion entre le sens au travail, les moyens que je dois utiliser, le but de ma présence ici, de mon job, ce qui est utile, ce qui est nécessaire et ce qu'il n'est pas convenu de faire. Donc en fait, je perds les pédales d'une certaine manière, ce qui fait quelquefois, pour l'ASV et le vétérinaire, une réponse extrêmement tonique face à son client
en voulant le recadrer, dit-on, ou parfois au contraire de s'aplatir complètement comme un paillasson et en fait, pourquoi pas, de se faire insulter. C'est-à-dire qu'on perd véritablement toute lucidité pour pouvoir gérer efficacement la situation. Donc cette incapacité à retrouver du sens, ici dans le sens expérience, opportunité de la situation, possibilité, je la perds. Si nous n'avions pas cette perte de sens et de lucidité, nous pourrions, comme des grands, nous dire « bon, il n'est pas très content, apparemment il est en colère, il a l'air assez fâché, ça me dit quelque chose d'une partie de la clientèle, je vais m'en servir pour progresser, faire progresser mon entreprise, il s'agit là d'une opportunité. » Mais ça va très très bien sur le papier, sauf qu'à ce moment-là, on est infoutu de le dire comme ça. Même si, théoriquement, conceptuellement, c'est bien ça ce qui se passe. Alors, lorsque l'émotion prend véritablement le dessus, qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui est utile? Qu'est-ce qui est nécessaire? Qu'est-ce qui est obligatoire? Que dois-je préserver? Quelle image dois-je préserver pour l'entreprise? Encore une fois, ici, cette déconnexion émotionnelle va faire que ça devienne difficile. Alors pourquoi? Eh bien, il y a cette déconnexion. C'est parce qu'en fait, l'émotion devient un raz-de-marée. Alors évidemment, là, je ne parle pas des cas avec des gens un peu juste contrariants, non. Là, je parle de gens qui nous font un peu de rentre-dedans, sont agressifs, font du jugement, veulent prendre le pouvoir d'une manière qui est vraiment très autoritaire, autoritariste. Je pense à ce genre de situation. Le philosophe Emmanuel Kant, lui, il faisait partie des Lumières, au siècle des Lumières, parlait de l'eau qui rompt la digue. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quelque chose qui est cassé, il y a une forme de rupture, d'où cette forme de déconnexion. Alors, on peut aussi se le représenter plus schématiquement. C'est comme si, en fait, l'événement qui se déroulait devant moi, c'était un peu comme un ballon que l'on gonfle, ballon de baudruche, qui serait le contenu du ballon, de l'émotion. À l'intérieur et tout au milieu, il y aurait un carré qui représenterait le problème réel, factuel, dit-on, et la totale représenterait l'événement. Nous savons, vous et moi, que parfois il y a des petits problèmes, il y a une grosse émotion. La manière de dire, la corpulence de l'individu, son caractère, la représentation qu'il a de la clinique vétérinaire, de son personnel, du jeune homme ou de la jeune femme qu'il a devant, ou de la manière dont il a été traité, etc. Et là, tout ce que l'on a dit avant, évidemment, peut rentrer en ligne de compte avec le stress, l'anxiété, le retard que vous avez, ou que sais-je encore. Mais en tout cas, ce qui est important de voir, c'est qu'en fait, nous ne pourrons pas traiter la situation, et donc ce ballon, donc l'événement, si au préalable, nous n'avons pas géré l'émotion de l'individu. Encore une fois, l'individu vient et a un but, il a même un but émotionnel. S'il a décidé qu'il n'était pas content et que c'est chez vous que ça se dit, comme ça, en ces termes et dans cette situation, nous ne pourrons pas faire grand-chose à ça. On verra un certain nombre de bémols un peu plus tard, mais en tout cas, il a fait ce choix, c'est pas de chance, mais c'est ici et maintenant que ça va se passer. Donc évidemment, c'est très désagréable, c'est compliqué à gérer, c'est assez démotivant, mais lorsque l'émotion prend le dessus, lorsque mon interlocuteur n'est plus qu'émotion, évidemment, cette eau qui rompt la digue, cette émotion m'envahit, il n'y a rien de plus communicable que cette émotion, je vais la ressentir et c'est à ce moment-là, évidemment, que je vais perdre tous mes moyens, ne pas savoir parler, être démotivé, vouloir être ailleurs, n'avoir aucune stimulation à gérer convenablement la situation. Je vous propose même d'aller un pas plus loin en terminant sur cette partie de problématiques et conséquences, en évoquant avec vous le fait qu'il s'agit d'un cas typique de management. Alors en quoi? Si on reprend aussi l'étymologie du mot management, c'est manus en latin. Il y a deux grandes orientations, mais prenons celle-ci, qui est en fait l'idée de manus, l'idée de conduite, de guidage, de contrôle. On parlait de ça par exemple dans la manière de contrôler, de guider des chevaux, par exemple. À l'Antiquité, chez les philosophes, par exemple chez Aristote, l'homme vertueux est avant tout celui qui se gère. Ce qui fera dire d'ailleurs plus tard, et 2000 ans après, que le management
commence par soi-même. C'est d'abord soit en capacité de te gérer avant d'être capable de gérer les autres. Alors c'est tout à fait à propos, pour le coup, dans la situation du client difficile, agressif, client mécontent. Puisqu'évidemment, il faudra en premier lieu gérer l'émotion avant même de pouvoir de manière tangible apporter une réponse, une solution et de faire reposer le sujet vers le fait, vers le vrai problème qui n'est pas l'émotion en réalité, mais qui est un vecteur et qui accompagne la problématique réelle de notre interlocuteur. Alors, pour le coup, et pour revenir à ces concepts de philosophie, Aristote met en œuvre un terme qui, vous allez le voir, définit un concept fameux qui définit véritablement ce que nous pourrions dire ce soir concernant le client mécontent. Il s'agit de la phronésis. Et cette phronésis, c'est quoi? En fait, chez Aristote, c'est le ménager, comprenons le manager exemplaire, où il dit, je me permets de lire, ce manager exemplaire est prudent, doté de jugement, il sait se soustraire des passions et tente de ne pas oublier ses limites, que l'on dit hubris. Donc dans Éthique à Nicomaque, voilà ce qu'il dit dans ce fameux livre. Donc ce qui est important ici, c'est quoi? C'est de dire que sommes-nous à ce moment-là prudents? Sommes-nous dotés de jugement? Est-ce qu'on sait se soustraire des passions? Est-ce qu'on connaît nos limites? Eh bien, dans la plupart des situations terribles de ce client agressif, mécontent, qui veut prendre le pouvoir, en fait, c'est tout ce qui s'effiloche et que nous ne savons plus faire. Donc, avec évidemment des conséquences terribles, parce qu'en fait, on aime tellement les situations favorables, plaisantes et de bonheur au travail, qu'en fait, on va carrément vouloir refuser cette réalité qui se déroule devant nous. Donc c'est le prochain chapitre que je vous propose ici, faire face à la réalité qui se déroule en face de nous. Que l'on soit ASV ou vétérinaire, eh bien on va avoir plutôt tendance à faire du déni. D'ailleurs, j'attire votre attention sur le fait que c'est tellement vrai que souvent, on voit le client X ou Y qui passe la porte ou qu'on a repéré à quelques mètres, il vient de se garer, il va venir, et en fait s'échappe des deux côtés dans les couloirs les ASV en disant « vas-y toi ». C'est-à-dire qu'on est dans une situation où en fait on est tellement dans le déni, on refuse tellement la réalité, on n'est pas en train de se dire c'est bien, il est compliqué, je vais apprendre de la situation, ça va être une opportunité de progrès. Non, c'est pas ça qu'on se dit. On se dit, je vais plutôt le fourguer aux autres, je vais déléguer, ça c'est pour le mot noble, mais évidemment, et si le vétérinaire l'a entendu de sa salle de consultation, évidemment, si ce n'est pas pour lui et s'il n'y a pas un rendez-vous spécifique, il va tout faire pour dire, non là j'ai l'administratif à faire, ça ne va pas être possible, je dois faire du management maintenant. Voilà. Alors, comprenons l'objectif, je voudrais revenir là-dessus. L'objectif, quel est-il ? C'est en fait comprendre que la gestion du client difficile, ce n'est pas une technique. Il n'y a pas comme ça un modèle en 5 points qui dirait en 1 vous faites ça, en 2 vous faites ça, etc. Donc la réalité qui est devant nous est chaque fois spécifique. C'est encore moins une science. On n'a pas étudié, et si on veut garder au mot science toute sa connotation et sa valeur, et son exigence haute, il n'y a rien qui peut nous dire aujourd'hui, une science nous permettrait de gérer ce client difficile, ce client mécontent. Mais ce n'est pas non plus un art dont certains disposeraient, ils seraient tombés dans une marmite dès leur plus jeune âge et auraient une capacité à gérer. Eh bien en fait, si ce n'est pas une technique, ce n'est pas une science, que ce n'est pas un art, qu'est-ce donc que cette capacité à gérer le client difficile, le client mécontent? Eh bien, en fait, il s'agit d'une pratique. Et une pratique de quoi? Une pratique de la réalité. En somme, ce qu'est le management. Et bien souvent, d'ailleurs, les professions vétérinaires culpabilisent en se disant « moi, je ne suis pas manager, je suis vétérinaire ». Mais c'est quoi être manager? Manager, c'est pratiquer le management. Qu'est-ce que quelqu'un qui pratique la réclamation, l'objection et le client difficile, l'ASV et le vétérinaire?
Personne, dont moi, n'est capable d'apprendre à quelqu'un qui quotidiennement fait face à ce client difficile, délicat, autoritaire, etc., supérieur ou je ne sais quoi, en fait, ne peut théoriquement dire ce qu'il faut faire. Alors, qu'est-ce qui est facile pour un conseil, un consultant, un coach, un observateur quel qu'il soit? C'est de dire lorsque l'émotion est retombée, vous auriez dû faire ceci, vous auriez dû dire cela. Sauf que des empêchements sont nombreux. C'est que dès lors que nous sommes sous le coup de l'émotion, notre lucidité n'existant plus, nous ne sommes pas capables de faire appel aux bons mots et aux bons comportements. Preuve s'il en est, c'est que quand le client est parti, on se dit oh, « mais j'aurais pu dire ça, j'aurais pu faire ça, j'aurais dû me comporter de telle ou telle manière, je me suis fait complètement laminer ou écraser, ou au contraire, je crois que je suis allé un peu fort. » Ça dit plusieurs choses. C'est que j'ai perdu le contact avec la réalité. Et évidemment, en fait, j'ai préféré me raccrocher à un doux rêve que je ne savais pas faire. C'est un truc de manager, de gens solides. Vas-y toi parce que tu es costaud, vas-y toi parce que tu t'en fiches, ou que sais-je encore. Donc en fait, on a des raccourcis ici qui, évidemment, n'ont jamais fait preuve de leur efficacité. Voilà pour ça. Je voudrais maintenant encore aller un pas plus loin avec cette gestion du client mécontent et la question de cette réalité qui se déploie. Alors, cette pratique, c'est quoi? La pratique dont je parle ici, c'est une pratique qui accepte que la réalité, elle va se dérouler en live, comme ça, en réel, au fil de l'eau devant moi. Et c'est de ces éléments-là que je vais apprendre à répondre dans un instant. Donc, ce n'est pas un principe d'efficacité et je ne suis pas en train de vous dire, je ne vais pas vous asséner une vérité qui n'en est pas une, voilà comment il faudra faire, mais en fait tout simplement de dire qu'à ce moment-là, il me faut juste accueillir avec tact, avec soin, c'est ça cette sagesse prônée par les anciens, sur un chemin qui n'est pas son chemin, mais qui n'est pas mon chemin, mais qui sera notre chemin. Et par définition, on l'a tous compris. Donc nous allons l'inventer et le prendre ensemble. Donc l'idée, c'est de, justement, puisqu'on parle de guide, c'est comment on peut guider et se faire guider par notre interlocuteur. Donc là, l'idée de pilotage maîtrisé prend toute sa valeur. C'est tout un art, si je peux le dire, du management situationnel. De cette situation-là, ça va être notre capacité à gérer à l'instant T quelque chose qui me tombe dessus et qui, par définition, me fera perdre mes moyens et ma lucidité. L'équation est laquelle? L'équation est comment je vais tenir compte de ce que mon interlocuteur me dit ici et comment vais-je en faire quelque chose. Et évidemment, si j'ai suivi des formations, j'ai lu des bouquins sur comment on gère les gens compliqués et qu'en fait je recherche dans ma base de données ici ce que je dois dire, je suis déjà déconnecté de ce qu'il me dit, je vais dans un instant lui poser des questions qui n'ont rien à voir, il peut me rétorquer « mais attendez, vous ne m'avez pas écouté, c'est pas du tout ça ce que je vous dis, mais je m'en fous de ce que vous allez m'offrir ici ». Parce qu'en fait, nous aurons ici à cœur de répéter, de régurgiter un message appris qui sera déconnecté de la réalité. Rien de pire quand vous allez réclamer ici ou là, à cause d'un produit défectueux, quelque chose qui ne vous a pas plu, un service qui ne convient pas, de quelqu'un qui dans son SAV va vous répondre un truc préécrit. Rien que ça vous insatisfait et vous frustre encore plus et ne fera pas de cette expérience un client fidèle. Donc, nous n'avons pas le choix, prenons la réalité telle qu'elle est. Alors ça signifie, par exemple ici, que je me dis, j'ai un client difficile en face de moi, qui est comme ceci, comme cela, comment en faire un allié, comment lui faire accepter de prendre ce chemin. Si évidemment ici, on prend les individus pour ce qu'ils ne sont pas, ça va être frustrant, et c'est, comme je l'évoquais il y a un instant, un déni de réalité. Donc, l'idée, c'est de tenir compte avec attention de la situation, des habitudes, de la difficulté, des propos et de la forme. J'insiste sur le fait que l'essentiel du travail de la gestion du client mécontent réside dans le fait qu'il perçoit et que c'est palpable qu'en fait, il est pris en compte et qu'en fait, ce qu'il dit, ce qu'il vient de dire est reconnu et important.
Rien à voir avec une méthode d'après qui dirait faire ceci, faire cela. Je ne le sais pas, nous allons l'inventer ensemble avec notre interlocuteur. Donc, nous pouvons résumer ce point-là en disant que rien ne peut se décréter avant sans faire avec son client. Nous allons inventer la solution ensemble. C'est une question qui est en temps réel sur quelle dimension, lui et moi, donc de cette réalité, vais-je pouvoir agir? On se rendra compte, par exemple, je fais vite sur l'exemple, mais que sur tel client, il fait les questions, les réponses, il était très frustré, il a un énorme ballon de baudruche, il vient ici le déverser, mais en réalité, il n'attend pas franchement de réponse. Votre écoute est la réponse. Pour d'autres, au contraire, ils vont attendre une contrepartie tout à fait concrète de votre part, voire une compensation. Mais est-ce vraiment tout le monde? Est-ce dans tous les cas? Certainement pas. Partir avec a priori cette réponse, c'est faire fausse route. Et évidemment, nous devrions faire attention au discours à la petite voix simpliste que nous nous dirions « je vais lui expliquer et ça va aller ». Non, parfois j'explique rationnellement, mais compte tenu de l'émotion, peut-être que j'explique mal, peut-être compte tenu de son émotion, il ne peut pas comprendre, il ne peut pas entendre, il ne peut pas de manière réelle en faire une solution à cet instant, ce qui me fait dire que parfois les solutions ne sont pas possibles tout de suite et maintenant. Voilà comment on peut imaginer la gestion, tenir compte de ce réel, de ce client difficile. Alors, ce client à qui nous avons affaire, quel est-il et quelle autre dimension peut-on ajouter? C'est le fait, pour le résumer, qu'en premier lieu, il faut le prendre tel qu'il est et pas tel que ça nous arrange. Combien de fois ai-je entendu, quelquefois j'ai assisté en live comme ça à une forme de réclamation, à des ASV ou des vétérinaires qui en fait disaient « non mais vous ne pouvez pas le dire comme ça ou alors c'est pas comme ça que ça s'est passé ». Le fait de ne pas accepter inconditionnellement que l'autre l'ait vécu comme ça, il va vous faire une narration bien particulière, orientée, peut-être manipulatrice, mais peu importe. C'est comme ça qu'il le raconte, c'est comme ça qu'il doit le raconter. Lui dire « je ne peux pas vous laisser dire, c'est pas comme ça que ça se passe chez nous, etc. » alors que peut-être vous n'y avez même pas assisté, et juste en fait proposer à notre interlocuteur de monter encore en pression. Donc souvent il y a ce déficit de réalisme et il ne me suffit pas d'être préparé rationnellement ou d'avoir l'habitude. Si je suis déconnecté, je vais apporter une réponse disproportionnée et faire un cadeau inouï, par exemple. Et on voit, par exemple, une ASV qui a tenté de faire face, tant bien que mal, à une réclamation, qui a réussi à gérer, à contenir, à offrir, entre guillemets, une contrepartie convenable et qui satisfait les deux parties, et le vétérinaire qui va arriver après coup, qui n'aura pas la genèse et l'historique de la situation, et qui va dire « non, mais voilà, à madame un tel, on va offrir ça, à monsieur un tel, on va lui offrir ça ». Et qui, en fait, fait tout tomber, parce qu'évidemment, se jouait autre chose que la contrepartie, se jouait la crédibilité, se jouait aussi la reconnaissance, la valeur et le sens du travail même de l'individu qui avait commencé cette forme de négociation. Et parfois aussi, c'est la négligence qui est apportée parce que ne pas être focalisé sur le réel, c'est ne pas prendre en compte parfois le malheur, le désarroi, la peine, la tristesse et la colère réelle des gens. Et s'ils pensent qu'en fait elle est légitime, votre point de vue là-dessus n'a aucune importance. Juger de l'émotion d'un individu est toujours à court terme inefficace et à long terme délétère. Donc ça ne sert à rien, c'est une fausse piste, une fausse voie. Encore un pas plus loin, face à ce client auquel nous avons affaire. Je voudrais juste préciser que si nous pensons que nous sommes en train de gérer un client, à ce moment-là, nous faisons erreur. En fait, nous parlons avec une femme, avec un homme, avec un humain. Donc en fait, on est très loin d'une procédure, d'une technique, disais-je tout à l'heure. Et l'idée, c'est quoi?
c'est de ne pas bien faire son boulot. C'est ce que vous faites habituellement, personne ne m'a attendu pour ça. Mais c'est de prêter attention à la personne. Qu'est-ce qui s'exprime dans l'individu quand il est dans l'émotion? Ce n'est pas lui client, bien sûr, c'est un mélange, mais c'est lui personne, son histoire, sa culture, ses buts, son environnement, c'est tout ça qu'il nous dit. Donc en fait, c'est particulièrement de prendre en compte la personne dans ce qu'elle est et de ce qu'elle est évidemment à ses yeux. Évidemment, c'est pas à l'encontre, ça ne va pas à l'encontre de notre propre prise en compte. Parce que évidemment, je dois prendre en compte aussi de mes capacités, de mon pouvoir, j'en ai ou j'en ai pas, suis-je salarié ou le patron, ai-je la possibilité de dire ou de ne pas dire, d'offrir une contrepartie ou pas, ai-je les moyens de rentrer dans ce jeu relationnel, ce jeu social? Qu'en est-il de notre autorité? Si je viens de commencer comme ASV ou Veto d'ailleurs depuis un mois, je n'ai pas les tenants, les aboutissants, les us et coutumes, la culture d'entreprise. Je ne suis pas armé de la même manière. D'ailleurs, vous noterez que c'est beaucoup plus sur ces individus-là que les autoritaires, ceux qui veulent avoir un excès de pouvoir, vont agir. Quelqu'un de fluet, un peu timide, qui va juste dépasser du comptoir est plus facilement attaquable que quelqu'un qui va débarquer de l'arrière, aura eu un peu de recul, un peu de champ, et traitera par définition mieux la situation. Donc en fait, se prendre en compte, c'est s'interroger sur ce que nous devons travailler en termes de recul, de connaissance, de représentation, de savoir-faire, d'aptitude pour nous permettre de gérer la situation. Et c'est quoi ce réel dont je parle depuis tout à l'heure? Eh bien, le réel, parce que je veux insister sur le fait que nous devons prendre en compte la situation telle qu'elle est en réalité. Mais si nous devions définir le réel, c'est quoi? Le réel, c'est le complexe. Si on s'attend juste à des clients faciles qui vont nous dire « bonjour, je veux A, je veux B » et en fait où on va dérouler, vous n'êtes pas fait pour ce métier sur cette planète, dans cette structure. C'est juste pas possible. Ça n'existe pas. Donc le réel, par définition, est complexe. Parce qu'évidemment, ça va être élaboré, ça va être nuancé, donc ça va être difficile. Ce n'est pas simpliste. Le réel aussi, c'est ce qui résiste. Évidemment, les clients à qui on dirait, ben voilà, nous vous recommandons d'acheter tel produit, tel service, de faire telle intervention, etc. et qui obéiraient parce qu'en fait, ils seraient soumis, ben ça n'existe presque plus, enfin en tout cas de moins en moins. Et ce n'est pas comme ça que l'on définit notre propre plaisir au travail. Ce n'est pas ça qui fait sens. Donc en fait, ce qui est en résistance, ce sont des forces opposées, des arguments opposés, des clients récalcitrants qui vont argumenter en disant le pire et le meilleur, évidemment, en pensant peut-être dire le vrai alors que ce n'est pas le cas. Mais en tout cas, la réalité, c'est ce qui résiste. Qu'est-ce encore la réalité? La réalité, c'est le contradictoire. Et le contradictoire, c'est le couple qui est devant moi, où l'un dit blanc, l'autre dit noir. Où le client va dire aujourd'hui quelque chose alors qu'il avait peut-être dit autre chose la dernière fois, ou qu'il venait de dire « jamais je ne ferai » alors qu'il fait, ou alors « je suis d'accord mais je vais réfléchir ». Nous sommes tous confrontés parce que nous-mêmes sommes dans le contradictoire. Nietzsche, à son époque, écrivait, célèbre phrase, « la contradiction est logée au cœur du monde ». Nous sommes véritablement contradiction. Qu'est-ce encore que la réalité? Ce client qui représente la réalité, c'est l'incohérence. C'est des gens qui vont vous tenir un propos et vous vous dites, mais logiquement, on va déboucher sur telle conclusion, ou telle demande, ou telle attente, ou telle question. Eh bien non, il va y avoir juste une incohérence, on va vous faire toute une argumentation, on va vous faire toute une thèse, logiquement vous dites, c'est bon, c'est gagné, je vais pouvoir convaincre sur cet aspect-là, et en réalité, eh bien c'est pas comme ça que ça va se terminer, c'est pas comme ça